Alors les auteurs qui m'ont marqué en tant que lecteur, le premier qui me vient c'est Romain Gary. Romain Gary, c'est un coup de cœur. Quand j'ai découvert Momo au chevet de Madame Rosa, c'était vraiment la très grande émotion. C'était les larmes. Et c'est en même temps désespérant, puisqu'on se dit on n'y arrivera jamais, on ne pourra jamais faire quelque chose d'aussi beau, d'aussi émouvant et d'aussi bien construit, parce que quand on regarde dans le détail, c'est construit au millimètre près, avec cette apparente désinvolture, parce qu'en fait il a une langue qui n'a rien de l'académisme, mais qui est tout à fait vivante et tout à fait présente. Et ça a été franchement une grande émotion, et un peu comme... je me dis que en même temps c'est désespérant, et je crois que Romain Gary le dit lui-même, en fait, il faut avoir rencontré une fois dans une vie d'écrivain ces auteurs dont on se dit on n'y arrivera jamais à faire comme eux, et en même temps ça donne envie, c'est comme un grand défi. Et puis je crois que j'ai eu envie d'être un peu Momo, j'ai eu envie d'écrire comme Romain Gary, de me dire comment je pourrais y arriver, comment je pourrais... Et c'est sûr que dans mon travail d'écriture, de temps en temps je me shoote un peu à Romain Gary, je repars sur ces pages et j'ai l'impression de découvrir constamment toujours de très belles choses. Je citerai aussi Patrick Chamoiseau. Patrick Chamoiseau, il y a dans son texte, d'abord l'esclave vieil homme et le molosse, une épopée absolument époustouflante. Il y a là-dedans un rythme, une pulsation. J'ai l'impression d'être ce vieil homme poursuivi par le molosse. Et lui aussi, je me suis dit un jour, j'emboîterai son pas. Et ça y est, je suis dans un texte où j'essaye de retrouver cette pulsation-là. J'essaye de retrouver cette course-là. Et alors, je sais que la fin est tragique. Je me dis qu'il faudrait écrire quelque chose de plus léger, mais néanmoins, il fait partie de ces auteurs qui ont le pouvoir de me relancer. Quand je suis en panne, je repars vers Patrick Chamoiseau. Et ces deux textes aussi, Enfance d'école, là, où je ne suis pas sûre du titre, mais je crois que c'est ça, je crois que c'est Enfance d'école. Il parle de son enfance aussi avec beaucoup d'humour, beaucoup de légèreté, beaucoup de tendresse. Et ça m'a permis de découvrir l'homme derrière l'écrivain. Et ça aussi, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que je me suis rendu compte à quel point il partait d'une enfance, j'allais dire, tout à fait ordinaire. C'est l'enfance de vous et moi, c'est l'enfance de tout le monde. Et il arrive à partir de là à une élaboration qui me paraît absolument époustouflante. Alors je citerai, c'est vrai que c'est les deux textes qui me viennent là en premier. Je citerai aussi Christian Bobin. C'est un romancier donc, que j'ai découvert. Par hasard, c'est quelqu'un qui partait en métropole, qui faisait partie d'une association qui travaillait avec mon épouse à la maison et qui nous a laissé sa bibliothèque. Et dans sa bibliothèque, il y avait tous les Bobins. J'avais lu quelques pages de Bobin, notamment sur la lecture. En tant que prof d'UFM, j'avais lu ces textes. Ces textes m'avaient touché, alerté. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à voir là-dedans. Et là, je suis tombé dans les romans. Et je ne les ai pas lâchés. Je ne les ai pas lâchés. Je trouve que c'est une école d'écriture dans la mesure où il est capable de transfigurer le réel. Alors, il a l'impression de regarder
le petit pays qui est le sien à travers une vitre, sa petite ville de province, et on a l'impression que quand il regarde cela, eh ben, on ne voit plus la ville, on voit le ciel. Et c'est cette capacité de transfiguration du réel par les mots, là encore, qui m'a paru absolument complètement saisissante. Et ce qui m'a donné, bien sûr, là encore, envie d'aller plus loin, de comprendre un peu ces mécanismes de transposition. Et je pense que c'est peut-être ça aussi, hein, l'école d'écriture. Bon, j'ai rencontré là, le romancier Daniel Maximin à Paris lors de l'émission Bateau Livre. Hein, il était sur le même plateau que moi. Il parlait de cette nécessité pour l'artiste ou pour l'écrivain de transformer les ordures en diamants. Là encore, il parlait de transfiguration et je trouve qu'il y a quelque chose de ça chez Bobin qui m'a paru complètement saisissant, quoi. On passe de l'ordure, j'ai envie de dire, hein, à l'ordure, c'est-à-dire véritablement quelque chose de l'alchimie. Hein. À l'époque, on essaie de transformer tous les métaux en or. On était dans ce rêve-là. Et je pense qu'il y a tous ces auteurs qui, de ce côté-là, pour moi, donnent un chemin, donnent une direction qui est celle tout simplement de réécrire le réel, de le transformer, de le transfigurer. Et je pense que c'est un peu ça le boulot qu'on a à faire. Et ces auteurs-là m'y engagent. Alors, je dirais aussi un mot des auteurs qui m'ont marqué, mais pas du tout dans le même sens. Je pense par exemple à Marius et Harry Leblanc. Bon, je pense à Eugène Daillot. Bon, ce sont des auteurs qui ont donné de notre île une vision, moi je dirais carrément coloniale. C'est quand même une très belle peinture, c'est quand même très joliment dit, très joliment fait, très joliment construit. Je pense à Ulysse Cafre de Marius et Harry Leblanc. Et en même temps, c'est des textes qui me révoltent. Et j'ai envie quasiment de prendre le contre-pied de ces textes-là. Donc, à leur manière, ils me boostent. À leur manière, ils me donnent envie d'écrire, de donner un autre point de vue sur la Réunion, de réécrire une autre Réunion. Et j'admire leur talent littéraire. Je ne partage pas du tout, évidemment, l'analyse qui est la leur. Je la situe quand même dans leur temps. Hein. Je crois qu'il faut aussi comprendre qu'ils étaient tributaires d'une idéologie et d'une époque qui était la leur, avec un système de pensée qu'ils représentent. Donc ils ne sont pas du tout les seuls à penser, je pense surtout au racisme hein, qui apparaît dans les textes de Marius et Harry Leblanc. Ils ne sont pas du tout les seuls à mettre en œuvre, ou du moins à porter ces idées-là, mais ils disent bien les choses, c'est des écrivains de talent, mais c'est vrai que ça donne envie de réagir. Et ce sont des auteurs donc, qui me donnent envie d'écrire, mais dans une forme de réaction. Voilà. Donc, bon, je pourrais certainement encore trouver plein d'autres, mais voilà, c'est les titres là qui me viennent spontanément hein, quand j'évoque mes parcours de lecture. Moi, le quartier que j'habite depuis 17 ans maintenant, au Guillaume-Saint-Paul. Donc c'est dans les hauts de Saint-Paul. Alors maintenant, c'est à 10 minutes avec la nouvelle route là, qui vient d'être ouverte. C'est un quartier dans lequel, j'allais dire, je retrouve climatiquement mon écosystème, puisque je suis né à la Chaloupe Saint-Leu, donc pas très loin.
C'est un petit peu moins haut, mais c'est quand même à mi-hauteur. Et on retrouve ce souffle de l'Ouest. C'est un quartier, enfin c'est une région qui est quand même un peu plus sèche que l'Est de la Réunion, donc c'est moins humide. On retrouve la même végétation, on retrouve les acacias, on retrouve l'odeur du géranium et des alambics dès qu'on monte un petit peu dans les hauts. Et c'est quelque chose qui me rapproche du lieu d'enfance. Donc de ce point de vue-là, c'est un quartier qui tout de suite m'a plu. Habiter à mi-hauteur à La Réunion, donc comme je le disais, c'est d'abord éviter les grosses chaleurs. Donc on est content de quitter la côte, de monter, d'être à 500 mètres et puis de pouvoir être au frais, hein, comme on dit, éviter la climatisation. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, habiter à mi-hauteur. Et bon, c'est calme. C'est aussi des champs de canne qui en ce moment fleurissent et qui sont très très beaux à voir. Donc c'est un lieu très ouvert, et habiter à mi-hauteur, enfin, c'est habiter avec vue sur la mer. Alors l'habitat est très étagé, donc on ne se gêne pas encore, on ne connaît pas encore les immeubles à cette altitude, et il suffit d'ouvrir la fenêtre pour avoir une vue sur l'océan à perte de vue et voir le coucher de soleil puisqu'on est dans l'ouest. Donc c'est un quartier très agréable de ce point de vue-là, et j'avoue que je suis content d'y vivre. Alors maintenant, j'habite aussi à 2 pas, alors 600 mètres exactement d'un établissement qui s'appelle aujourd'hui le Collège Maison Blanche, mais qui était une ancienne construction, une dépendance de Madame Desbassins. Donc c'était une des maisons de Madame Desbassins, un peu écartée de Saint-Gilles-les-Hauts, et qui donne un peu aussi l'étendue de son emprise sur le territoire, puisque elle avait comme ça des maisons autour de l'habitation principale de Saint-Gilles-les-Hauts, et qui sans doute servaient à gérer l'habitation et à gérer le travail agricole dans ces terres-là. Donc c'est aussi un lieu de mémoire, c'est aussi un repère. Et maintenant c'est devenu un collège. Après avoir été d'ailleurs un établissement avec une vocation un peu de redressement, c'était là qu'on mettait à l'époque les enfants un peu récalcitrants, hein, alors que c'est devenu aujourd'hui un collège, sans doute confessionnel, mais maintenant de plus en plus, j'allais dire, de formation laïque. Peut-être aussi quand même signaler la présence de l'arrière-pays, hein, qui est les contreforts du Maïdo, et qui ce sont des lieux de promenade absolument magiques. Et c'est vrai que j'aime bien de temps en temps, régulièrement, avec mon épouse, prendre le chemin, les sentiers, et puis aller nous perdre un peu dans la forêt du Maïdo, à 2 pas de la maison. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cet arrière-pays-là derrière la maison. Et à chaque fois que j'y suis, je pense aussi à Jacques Le Lion, qui a marqué, qui était certainement quelqu'un dont l'idéologie n'était pas forcément la mienne, hein, notamment sur les questions créoles. C'était quelqu'un qui s'est battu longtemps, toute sa vie, hein, mais c'était quelqu'un de très créatif et qui a marqué son temps, qui était aussi une force de proposition, et j'allais dire, indépendamment de ses positions sur la question créole, qui étaient contraires aux miennes, on avait quand même paradoxalement en commun le souci de défendre la créolité. Mais lui, il voulait la défendre à sa façon, moi la mienne, mais ce qui est tout à fait paradoxal et en même temps tout à fait émouvant de voir comment des gens peuvent défendre la même chose en étant dans 2 camps absolument séparés. Et à l'époque, c'était des camps tranchés, hein. Et donc c'est vrai aussi que Jacques Le Lion est une des figures de ce village, puisqu'il a habité là pendant très très longtemps. Il faisait partie de cette famille Lougnon, dont le frère avait été proviseur du lycée Lecomte de Lille, et qui a laissé de nombreux travaux aussi sur la Réunion. Voilà, je crois que c'est important aussi d'évoquer, hein, la figure de ce personnage, aujourd'hui donc disparu, dans cette localité du Guillaume.
Pour moi, l'enfance a été une naissance dans un village qui s'appelait Le Platte, au-dessus de Piton-Saint-Leu. C'est sur la même ligne, hein, c'est la même ligne que la Chaloupe, c'est la même altitude. Donc naissance au Platte, Piton-Saint-Leu, et baptême à la Chaloupe. Ce qui veut dire entre ma naissance et mon baptême, il y a eu un déménagement. Alors comme on sait l'habitude des familles de baptiser l'enfant rapidement, on ne sait jamais, alors l'enfant pouvait mourir en bas âge, c'est vrai que la santé à l'époque n'était pas du tout celle qu'elle est aujourd'hui, je suppose que les choses ont dû se faire précipitamment. Alors on a démonté la maison de la Chaloupe, alors on ne perdait rien, et on l'a reconstruite, du Platte pardon, et on l'a reconstruite à la Chaloupe. Et donc j'ai vécu à la Chaloupe, c'est là que j'ai véritablement ouvert les yeux au monde. Hein. C'est à 900 mètres d'altitude, et là aussi on a une super vue sur la mer, et puis on est en plein dans les odeurs de géranium et d'acacia. Alors l'enfance, c'est aussi une enfance partagée entre plein de monde, puisque j'étais le 7e de la famille. Donc 6 frères avant moi, il y en aura un autre après, donc on est 8 garçons dans la famille. Et comme ma mère avait eu elle-même 13 frères et sœurs, que ses parents étaient morts alors que ses derniers frères et sœurs étaient encore en bas âge, elle en a élevé elle-même 5 d'entre eux. Donc on peut dire que la maison, je suis né dans une maison qui grouillait de monde. Hein, donc il y avait beaucoup de monde, c'était quelque chose en même temps de tout à fait habituel dans les familles réunionnaises. Et ce qui explique aussi qu'on vivait dans un groupe, j'ai presque envie de dire en autarcie, ça aussi c'était presque clanique. On fréquentait, on jouait entre nous, on fréquentait les cousins et les cousines, mais il n'y avait pas véritablement de rapport à l'étranger. Et ça, c'est quelque chose qui me paraît assez particulier aussi, hein, dans l'élevage réunionnais, dans l'éducation que nous avons reçue, dans cette forme de vie qui a modelé l'enfance, une forme d'isolat qui était déjà celui du village, un peu perdu. Hein. Je peux dire que dans les années 50, un village comme la Chaloupe, perdu au bout d'une petite route en terre, était quasiment aussi isolé que certains villages de ma part aujourd'hui. Vous voyez peu de monde passer, le car courant d'air qui amenait les choses du bas. Donc on vivait dans ce petit monde-là et j'ai l'impression qu'on ne sortait pas souvent pour voir le grand monde. Quelques souvenirs de ville, de Saint-Paul, de Saint-Louis, ou de Saint-Denis, mais c'était toujours, on y allait toujours pour des raisons médicales. C'est quand il fallait aller chez le médecin, alors on allait à Saint-Louis chez le docteur Edvars, on allait à Saint-Denis chez le dentiste, on allait à Saint-Paul aussi chez le médecin, mais on sortait peu, on vivait dans ce village-là, entre la maison, entre l'église, pour le catéchisme, et puis l'école. Alors l'école à 6 ans, donc on se lève et on marche à pied puisqu'il fallait faire 2 km pour y arriver, traverser les ravines. Et puis bon, ben, une école coloniale comme on peut l'imaginer avec des classes surchargées, hein, c'était des classes à 50 enfants. Mais en même temps, j'ai toujours eu le sentiment, comme ma mère était institutrice elle-même, elle était même à la Chaloupe, elle était même directrice d'école, j'ai toujours eu le sentiment d'avoir une place privilégiée à l'école. J'étais tout de suite un enfant gâté, hein, gâté par la maîtresse qui m'accueillait et par l'institution. Ah, donc je me sentais tout à fait protégé. Alors ma première institutrice qui s'appelait Madame Francius Payette, donc, avec qui je me souviens, c'était les pupitres
les pupitres en bois inclinés. Alors il suffisait de les soulever pour trouver à l'intérieur toutes sortes de livres et de trésors. Et je me souviens des leçons d'observation, le jour où elle nous a amené le lapin qu'elle tenait par les oreilles pour faire de l'observation. Et où le lapin était parti en courant, mais bon, je suppose que tous les enfants de ma génération ont vécu des choses comme celle-là. Voilà ce que je pourrais dire de l'enfance, quelques évocations. Alors il y avait la mer tout près de chez nous, à Saint-Leu, donc on pouvait aussi régulièrement descendre et on avait la possibilité là de découvrir le lagon, et ça aussi c'est quelque chose qui était important, puisqu'on n'arrêtait pas de faire au fond des allers-retours entre Saint-Leu et puis la chaloupe. Alors mon père, lui, il était agriculteur, donc il avait un camion. Il faisait du commerce de bois, alors il y avait des autorisations d'exploitation qui leur étaient données, donc alors il allait à la forêt donc, pour couper du bois et pour l'amener jusqu'à Saint-Denis. Alors j'ai des souvenirs de camion, évidemment, j'ai des souvenirs de cette grande caisse dans laquelle on entassait. Alors là, évidemment, il fallait de la place parce qu'on était nombreux, hein, comme je l'ai dit. Il fallait entasser tous les enfants. Et alors, quand on allait en pique-nique, c'était en camion, on était dans la caisse, c'était pas confortable, mais c'était des moments magiques parce qu'il s'agissait quand même de sortir de la chaloupe, d'aller vers la côte, quelquefois un peu plus loin. Mais c'est vrai que le souvenir de quitter le village, c'était le camion. Et c'est quelque chose qui était quand même un privilège. Tout le monde n'avait pas un camion, hein. C'était surtout beaucoup de charrettes qu'on voyait traverser devant la maison. Mais le camion, c'était en même temps un signe de confort, un signe de richesse, hein, qui démarquait. Voilà, c'est dans ce petit monde-là, entre le papa avec son camion, puis la maman qui était donc maîtresse d'école, dans un petit village où la vie était repliée sur elle-même, et puis où l'ailleurs n'existait pas, on vivait dans ce présent-là. Alors, parler de mon travail d'écrivain, il m'est difficile, le mot œuvre me gêne dans la mesure où le mot œuvre évoque pour moi, alors l'œuvre en 25 tomes de Victor Hugo, c'est-à-dire ça évoque quelque chose de complètement démesuré et j'ai franchement l'impression de ne pas être à la hauteur. Alors, une œuvre, oui, si c'est l'œuvre, j'allais dire, au quotidien, de ce que je vis au présent dans mon écriture. Comme nous ouvrons tous à quelque chose, donc j'essaie de lui donner une dimension complètement présente et en tout cas très humble. J'ai toujours écrit dans mes cahiers d'adolescent. J'ai écrit une nouvelle à l'époque qui s'appelait donc La Maison et qui évoque cette maison d'enfance dont je parlais tout à l'heure. Une maison dont je dis à quel point elle était vivante et tout d'un coup elle s'est mise à se figer, quelque chose qui évoque un peu cette peut-être sans doute le deuil de mon père qui a signifié pour nous le départ de la chaloupe. On est parti à sa mort et j'avais à peine 6 ans. Donc c'est le premier texte, la première nouvelle qui a été publiée, qui a connu un espace public, donc évoque la rupture avec cette maison d'enfance. Ensuite, c'est venu beaucoup plus tard, puisqu'entre-temps, je me suis engouffré dans mon travail de prof. Je parlais de littérature, je parlais de pédagogie de la lecture, je parlais de linguistique, mais
en même temps, cela m'éloignait du contact vivant avec, avec la littérature. Et j'ai renoué avec ce courant-là, avec Monsieur Oscar. Et ben, il a fallu, pour renouer avec la littérature, repartir dans cette maison d'enfance, et de nouveau raconter une histoire d'enfance, hein, qui est aussi une histoire de deuil. Donc voilà, tout se tient par rapport à cette histoire-là. Et c'est vrai que c'est une inspiration. J'évoquais le personnage de Momo dans sa proximité avec Madame Rosa, cette histoire d'amour, l'enfant et sa mère, l'enfant et sa mère de substitution dans ces cas-là, l'absence du père, hein, qui fait cruellement défaut à ce petit Momo, et quand ils se retrouvent, ils se disent en gros, bah, nous ne pouvons plus rien l'un pour l'autre. Bon, c'est sûr que si cet auteur, ce texte-là m'a autant bouleversé, ben, c'est aussi en écho à cette histoire de deuil, à cette histoire de paternité. Et je crois que c'est sans doute un des thèmes qui m'habite le plus, et que je travaille dans mes textes, et qui prendra sans doute aussi une bonne part, hein, dans le texte sur lequel je travaille actuellement. Alors, je parlais d'auteurs comme Marie Serry-Leblond. C'est vrai aussi que déjà dans Monsieur Oscar, j'éprouvais un peu la nécessité d'une réparation, comme si cette histoire de racisme ordinaire qui nous poursuivait à La Réunion avait besoin quelque part d'être dénoncée, d'être réparée. Et c'est vrai que dans Monsieur Oscar, je m'attache beaucoup, enfin c'est ce que quelqu'un a appelé un conte de Blanche-Nègre, c'est-à-dire c'est une histoire qui raconte un amour impossible entre une jeune fille qui est ma tante et un noir qui habite le voisinage, et est une histoire tellement impossible qu'elle les oblige à aller dans les Vosges pour pouvoir vivre leur amour. Donc c'est pour moi en tant qu'écrivain aussi une façon de dire que c'est important de parler de moi, sans doute. Je ne pense pas qu'on puisse faire autre chose véritablement, mais aussi à travers mon histoire, parler de La Réunion, témoigner de La Réunion que j'ai connue et qui était terriblement raciste, sans vouloir véritablement l'avouer, hein. Et donc il y a aussi ce témoignage-là qui me paraît important dans mon inspiration, un peu un devoir d'écrivain, que de dire les non-dits, que de jeter une lumière sur, bon, le plus délicatement possible, pour ne pas aveugler, hein, et empêcher que les gens puissent le lire, mais jeter une lumière sur les tabous, hein. C'est quelque chose qui pour moi est une façon, j'allais dire, peut-être de militer de façon littéraire. Il y a des choses à dénoncer, et l'écrivain peut aussi trouver les moyens de le faire. Alors, en sortant de Monsieur Oscar, presque comme une récréation, je dirais, je me suis engouffré dans l'aventure Bob, l'aventure Freedom. J'ai pris ça comme un jeu au départ, et très vite c'est mon jeu qui m'a rattrapé. C'est aussi l'histoire d'une vieille qui est en train l'histoire de Marie, l'histoire d'une vieille qui est en train de mourir, et qui commence le roman. Donc je me retrouvais un petit peu dans la continuité de la Madame Rosa. Je restais quand même dans mon monde. Et je trouve que autour de Freedom, c'est un phénomène de société actuelle, et je trouve qu'il y avait aussi quelque chose de l'ordre du témoignage à faire. Il y avait à témoigner de ce phénomène de société-là.
Alors, je sais que les gens boudent Freedom, en tout cas font mine de bouder cette radio en disant qu'on n'écoute pas Freedom, ça ne nous intéresse pas. Mais il y a, quand on écoute cette radio, toutes sortes de témoignages, toutes sortes de personnes qui appellent pour raconter leur misère au quotidien. Et je pense que cette misère-là méritait d'être entendue. Donc, je me dis, bon, j'habite une Réunion qui est la Réunion, bon, la Réunion qu'on connaît avec son développement, et c'est vrai quand on la traverse, on a l'impression de quelque chose qui est très... C'est un pays très avancé au niveau technique, au niveau infrastructure, et quand on écoute Freedom, on a l'impression d'écouter l'envers de cette Réunion-là, et toute une misère humaine qui a besoin de se déverser là. Et je me disais que c'était important de témoigner de cela, et de témoigner avec une sympathie, et je me suis découvert beaucoup d'empathie, en tout cas pour tous les gens qui appelaient sur cette radio-là. Alors bon, on m'a fait un peu le reproche de vouloir faire l'apologie ou l'éloge de Freedom. Je crois que je distingue très bien dans ce travail, de plus en plus, avec la distance qui est la mienne aujourd'hui, la radio est peut-être une certaine forme peut-être de manipulation, et d'autre part, ce que les gens amènent d'eux-mêmes et qui me paraît tout à fait respectable. Alors, le mot manipulation peut être un peu fort, je veux quand même m'en expliquer. Ce que je veux dire, c'est que si les gens parlent sur Freedom, et parlent tant, et viennent tant déverser de paroles sur Freedom, c'est qu'il y a un besoin, sinon ils ne le feraient pas. Et c'est parce qu'ils se sentent écoutés, sinon ils ne parleraient pas non plus. Ils sentent que leur parole est accueillie, donc ils peuvent l'exprimer. Mais la question, au fond, c'est de savoir sur quel canal on les écoute. La question de l'insularité, c'est vrai que bon, c'est un mot que j'ai découvert très tard. Bon, je savais que j'habitais une île, qu'elle était entourée d'eau. Ça, on l'apprend très vite à l'école. Mais paradoxalement, c'est un peu comme je disais de mon univers d'enfance et de mon village. Le reste du monde ne me manquait pas puisqu'il n'existait pas. Donc, j'ai appris, tout enfant déjà, donc à vivre ici et maintenant. Parce que le monde s'arrêtait déjà aux limites du village. Et il n'était pas rare, ce n'était pas mon cas puisque nous on avait la mer juste à côté à Saint-Leu, mais il n'était vraiment pas rare de découvrir à La Réunion dans des villages à 15 ou 20 km à vol d'oiseau de la mer, donc des enfants qui n'avaient jamais vu la mer. Donc j'évoquais tout à l'heure cet espace un peu clanique, on vivait dans l'habitation, comme on dit, on vivait dans la famille avec les frères et sœurs et entre les cousins. Alors, ceci dit, j'avais quand même un sentiment d'espace, puisque en tant qu'enfant, on avait quand même la forêt à 2 pas, on marchait à l'autre bout du village, donc on avait l'impression d'être dans un petit village, et en même temps, on avait l'impression d'être dans un grand espace. On pouvait se remuer, il y avait de la nature autour de nous, il y avait les ravines, il y avait les forêts. Et cet espace-là, il était immense pour des jambes d'enfant. Aller jusqu'au bout du village, c'était quelque chose qui demandait du temps et de la fatigue. Et quand je me suis trouvé la première fois de ma vie à Marseille, j'avais 10 ans. C'était le bonheur des congés administratifs dont bénéficiaient les parents fonctionnaires. Donc j'ai embarqué dans un bateau et quand je me suis retrouvé à Marseille, j'ai eu tout de suite le sentiment d'être enfermé. L'espace urbain, c'était pour moi quelque chose d'absolument difficile à vivre. Difficile à vivre, je me sentais complètement prisonnier du béton et je l'ai ressenti encore quand je me suis retrouvé
je me suis retrouvé étudiant plus tard. Alors évidemment, il suffisait de quitter la grande ville, Marseille ou Paris, pour trouver un espace. Hein. Et ce qui me frappait effectivement à ce moment-là, c'était ces espaces plats ou vallonnés, où je n'avais pas d'un côté la mer et de l'autre côté la montagne. Parce que pour moi, l'insularité, c'est ça, c'est d'avoir d'un côté la montagne et de l'autre côté la mer, et les avoir tous les deux présents en même temps. Et j'ai toujours été interpellé par ces vallonnements. J'avais l'impression de ne pas voir l'horizon, puisque pour moi l'horizon, c'était l'horizon de la mer. Donc j'avais toujours l'impression d'être quelque part un peu gêné par ces espaces plats. Et c'est vrai que ça ne correspond pas du tout à ce que je ressens intérieurement. Hein, l'île, avec ce qu'elle représente de contraste, de mer, de montagne, sans doute aussi de tourmenté, c'est quelque chose qui me manque lorsque je suis dans des espaces comme la Bourgogne, chez des amis, où effectivement je vois à perte de vue donc, des champs de blé. Ça m'a l'air ennuyeux. Alors, donc ma claustrophobie, je l'ai plus sentie à Paris hein, qu'à la Réunion, où j'ai pas du tout l'impression de me sentir enfermé. Alors, la seule chose qui me paraît, moi, mal posée à la Réunion, ou qui a été très longtemps mal posée, c'est que la question de l'insularité a été posée par rapport à la France. Bon. En clair, on était enfermé parce qu'on n'était pas en France.